peu abordé chez les sales, ou trop peu aujourd'hui, alors qu'il représente une opportunité énorme pour ceux qui veulent bien la saisir. J'ai nommé les RP, donc relations presse, et le marketing d'influence. C'est l'un des 19 canaux d'acquisition à disposition de tous ceux qui font du sales ou du growth ou de l'acquisition. C'est un canal qui revient en force avec le digital. Et la question à laquelle on va essayer de répondre dans ce live, c'est comment les RP et influenceurs peuvent aider à augmenter ses performances commerciales en B2B. Comme d'habitude, on va faire 35 minutes de live de contenu pur pour aborder le sujet en plusieurs parties, vous allez voir. Et il y aura un temps il y aura un petit récap et il y aura un temps de questions-réponses à la fin pour toutes les questions qu'on ne peut pas prendre dans le flow. Donc, vous pouvez parler et poser vos questions dans le chat. C'est moi qui vais faire la modération aujourd'hui et je vais essayer de les adresser si elles sont pertinentes dans le flow. Sinon, je les garde pour la fin. Donc, vous avez le chat pour poser les questions. C'est moi qui les prends en note. Et là, je laisse du coup la main à Guillaume et Marie-Laure. Bon live à tous. Merci Mathieu pour cette introduction. Bonjour Marie-Laure, bonjour à tous. Avant de commencer, je vais me présenter brièvement. Donc, comme l'a dit Mathieu, je suis issu de la promo 3 d'Iconoclast, donc fraîchement sorti et fraîchement embauché chez Tiller System depuis 3 jours exactement. Avant cela, j'ai travaillé en agence de communication pour faire le récap de ce que je faisais avant Iconoclast. Pour vous expliquer comment le live va se dérouler, il va se dérouler en 2 grandes parties. La première partie, Marie-Laure nous a préparé une présentation. Ça va durer entre 20 et 30 minutes. Et la deuxième partie, on répondra globalement à 3 questions qui sont: quelle est la place des RP et des influenceurs en 2021 en B2B? La deuxième question, ça sera: quels résultats attendre de leur utilisation sur les performances commerciales également en B2B? Et concrètement, comment bien utiliser cet outil pour générer du lead? On terminera par une conclusion. On répondra globalement à la problématique qu'on pose aujourd'hui, qui est comment mettre les RP au service de vos performances commerciales en B2B. Et donc, petit temps de questions-réponses que Mathieu animera en fin de ce live. Marie-Laure, avant de commencer la présentation, je te propose de te présenter brièvement et puis on va pouvoir commencer. Super. Merci déjà à vous deux pour cette invitation. Vas-y, si tu veux. Et vraiment, go copier-coller. Hein. Alors, donc moi, vous m'entendez? Ouais, on t'entend, c'est bon. Il y a eu un petit souci technique. Voilà. Donc moi, je suis donc Marie-Laure Laville. En fait, je suis directrice de Lewis France. J'ai plus de 25 ans d'expérience dans les relations presse, relations d'influence et dans le marketing indirectement. Du coup, c'est vrai que mon expertise en fait est très tournée sur l'innovation, la tech, dans l'univers du B2B et du B2C, mais toujours avec cette approche, on va dire, influence, comment créer de l'influence via les relations presse. C'est pour ça qu'avec Guillaume, on a pu se parler et on s'est dit que c'était intéressant en fait, de voir en fait, aujourd'hui quel était le levier pour les leviers en fait, des RP pour les forces commerciales, parce que c'est un vrai levier de crédibilité et de visibilité. Donc aujourd'hui, je vais aborder avec vous en fait, justement les astuces pour vous influencer à faire des relations presse pour le futur. Donc voilà, en fait, ce qui est très important, donc ça, vous le savez, aujourd'hui, on est dans une société qui est en pleine mutation, qui a fait sa mutation dans l'univers qui se digitalise, et donc l'ensemble des métiers. Donc c'était bien entendu, on va dire, incontournable pour les relations presse de se digitaliser. Donc aujourd'hui, c'est un véritable enjeu et un véritable outil au service des marketeurs. D'ailleurs, il y a un chiffre clé, en fait, slide 3, Guillaume, que tu peux tout de suite mettre en avant. Plus de 70% des marketeurs, excusez-moi, sont convaincus que les relations presse ont une place prépondérante dans leur stratégie de communication. Donc, ça montre bien, en fait, l'importance de cet outil. Alors, pourquoi l'importance de cet outil? Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a en fait la valeur des relations presse. On est né, nous, dans le contenu. Ça, c'était la force, on va dire, première des relations presse. On est la courroie
transmission entre les médias et les marques. Et du coup, avec cette, on va dire, cette démultiplication des nouveaux canaux comme les réseaux sociaux, l'ensemble en fait des réseaux qui sont à notre disposition, ça devient des accélérateurs et des leviers en fait pour le métier. Et donc, pour les marketeurs et les commerciaux, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on ne travaille plus en silo, c'est-à-dire que la force marketing, et c'est, vous le savez sûrement tous, la force marketing et les forces commerciales doivent en fait faire une seule équipe pour justement atteindre les objectifs des dirigeants. Et donc, c'est là en fait l'accompagnement des relations presse en visibilité, en notoriété et en crédibilité vont avoir un impact considérable sur le business. Marie-Laure, est-ce que je me permets de te poser une question? Est-ce que ça veut dire qu'on passe d'une organisation qui était très, on va dire, verticale à une organisation qui est beaucoup plus horizontale? Tout à fait. Aujourd'hui, en fait, les directeurs marketing et les forces commerciales qui n'étaient pas toujours ou travaillaient un peu, on va dire, d'une façon indépendante, doivent en fait aller dans la même direction et doivent avoir un fil conducteur. D'où l'importance, c'est pour ça que je suis hyper contente aujourd'hui d'être avec vous et de sensibiliser les forces commerciales aux relations presse, parce que c'est toujours un métier qui n'est pas toujours très bien connu au bout du compte. On parle beaucoup de digitalisation parce qu'on vit dans un monde digital de toute façon. Donc, notre société est devenue digitale. Je crois que si on faisait le test aujourd'hui, on peut plus se séparer de notre smartphone, on est connecté 24 heures sur 24. Donc, voilà. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, en fait, ces forces, et je dirais même aujourd'hui, il y a une nouvelle donnée qui rentre en compte, c'est aussi les directeurs informatiques. On l'a bien vu, aujourd'hui, on est en état de crise. Et l'outil informatique, donc l'outil, on va dire, pour mettre en place aujourd'hui l'ensemble des dispositifs est super important. Mais bon, on va rester concentré sur les marketeurs et les forces commerciales qui doivent en fait être unis pour atteindre leur feuille de route. Ok. Donc, je passe à la slide suivante, du coup. Ce qui est hyper important, c'est qu'en fait, aujourd'hui, et ça, c'est une vraie force. Donc, pour comprendre les relations presse, moi, j'aime bien utiliser en fait un peu des métaphores. C'est une personne en fait à 9 têtes. C'est-à-dire qu'avant, elle travaillait qu'avec les médias. Aujourd'hui, c'est une énorme chance et donc le métier a pu vraiment se réinventer, se réactualiser. Et on est arrivé en fait à une personne qui pense à 9 têtes, qui doit penser à 360. C'est-à-dire qu'elle a un premier levier qui sont les journalistes. Ça, c'est son métier, on va dire, traditionnel et d'origine. Et la vraie force en fait qui s'est mis en place, c'est les différents canaux. Donc les canaux, vous les connaissez, c'est LinkedIn, c'est Twitter, c'est Instagram, c'est maintenant TikTok qui prend aujourd'hui une place prépondérante aussi dans la communication des marques. Donc tout ça vont être des leviers supplémentaires pour les RP. Et nous, notre rôle en tant que chef d'orchestre de tous ces leviers, c'est en fait de donner de la valeur au contenu selon les canaux. Donc, c'est ça, en fait, ce qu'il faut vraiment retenir aujourd'hui. Et ça va être un peu le fil conducteur de cette présentation. C'est le contenu, comment valoriser votre contenu pour en faire une force, pour justement apporter de la crédibilité à la marque, à la notoriété et vous aider, on va dire aussi, à crédibiliser pour les commerciales, quand on veut, on va dire notre objectif à tous, c'est du business. En fait, aujourd'hui, la communication, c'est générer de la vente. Donc, voilà. Je rappelle aux gens qui sont en train de nous rejoindre en cours qu'on répondra plus globalement sur la partie commerciale en fin de présentation et que là, on s'occupe vraiment de tout l'écosystème autour des RP et des influenceurs dans une première partie. Très bien. Du coup, merci de cette parenthèse. Donc, du coup, ce qu'il faut vraiment retenir, comme la slide le montre, il y a pourquoi faire des relations presse d'influence? Il y a 3 enjeux. Le premier, c'est d'étendre sa visibilité pour une marque, donc un produit ou une société. Le deuxième, c'est se faire connaître sur les différents publics cibles, donc l'audience que vous avez décidé de cibler, les cibles potentielles. Et le troisième point, le troisième axe, c'est véhiculer l'ensemble des messages et valeurs de l'entreprise. Donc ça va être en fait l'enjeu de faire des relations presse, d'aller, on va dire, à l'encontre de son public pour créer des interactions et de la discussion sur la marque.
Alors ça, cette slide est très importante parce qu'elle montre en tout cas l'évolution de l'écosystème. C'est-à-dire, moi j'ai plus de 25 ans d'expérience, donc j'ai vu un peu, je suis une sorte de dinosaure dans l'évolution des relations presse, mais j'en suis assez fière et clairement, ça a pu me permettre de voir en tout cas toute cette évolution. Donc c'est vrai qu'il y a plus de 20 ans, on parlait que des médias. Donc quand vous voyez cette slide, elle est très révélatrice de ce qui aujourd'hui actuellement de l'écosystème. Donc il y a les influenceurs qui sont une nouvelle cible, les médias, ça on n'y revient pas, et bien entendu aussi tout ce qui est social media et website. Donc ça montre en fait bien on voit bien en fait tout ce qui est canaux Earn et canaux One. Donc ça, je pense que vous êtes un petit peu familiarisé avec ces approches par votre expertise à chacun. Tu peux les rappeler brièvement. Quand même les rappeler, ouais. Guillaume, tout à fait. Donc, le earn, ça correspond aux expositions dont une marque peut bénéficier dans la presse. Donc dans les retours que les journalistes, les articles que les journalistes vont écrire. Sur les blogs, pareil, c'est le retour, on va dire, d'un échange de contenu, d'une interview. Et les réseaux sociaux, ça va être, on va dire, le package en fait qu'on va diffuser sur les réseaux sociaux via ce contenu. Ou encore dans les commentaires et partages sans l'avoir demandé. Donc, on est vraiment en fait dans cette approche, on va dire, spontanée du retour via les commentaires sur des marques type, voilà, vous allez chez Boulanger acheter un nouvel smartphone, vous allez regarder les commentaires. Ça fait partie. Vous devenez en fait vous-même ambassadeur de marque à partir du moment où vous postez des commentaires. Donc, ça veut dire que pour nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, quand on a des clients, la fidélisation client est quelque chose de prépondérant derrière sur nos performances commerciales. Tout à fait. C'est-à-dire que le client, si tu as des bons commentaires, ça sera complètement lié soit à la force commerciale qui a bien justement introduit son produit, comment il l'a repackagé, les bénéfices produits, la technologie derrière si on est sur du produit tech, tout ce qui, on va dire, englobe pourquoi on achète ce produit. Et donc, c'est là où les canaux, on va dire, médias et influenceurs. Donc, c'est vrai que là, il y a eu un engouement, le métier est en train de se professionnaliser. Voilà, donc pour justement continuer sur les médias, on voit aujourd'hui que les journalistes restent aussi les premiers influenceurs. Hein, ça, c'est une évidence. Et ils ne font plus sans les réseaux sociaux. Plus de 70% des journalistes sont sur Twitter. Ça, c'est un de leurs canaux, un des canaux préférés des journalistes. Et bien entendu, ils passent 4 à 8 heures via, on va dire, pour faire de la veille, pour détecter les sujets tendances. Donc, c'est un véritable outil de travail pour les journalistes. Et à contrario, tu parles de la force des réseaux sociaux. Comment gérer une rumeur, un bashing qui peut se produire sur les réseaux et qui serait une sorte de diffamation envers ta marque? Alors, ça, on est tout de suite en de crise. Donc, clairement, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça va être plus la partie souvent des community managers qui vont surtout, on va dire, décider de telle ou telle réponse. Donc là, c'est de mettre en place toujours, si on est sur des marques un petit peu, on va dire, à risque, c'est de prévoir, on va dire, une cellule comme de crise et des messages type pour pouvoir, je veux dire, interagir. Ce qui serait le plus malheureux, c'est de ne pas pouvoir interagir et laisser, on va dire, une rumeur s'installer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on vit en fait dans un monde international. Hein, vous l'avez bien vu avec ce qu'on est en train de vivre, la Covid à date. Une crise, voilà, c'est en moins de 24 heures, le monde est au courant. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on est parti pour expliquer la genèse de ce live. Il est parti de la question de comment les marques et les équipes commerciales gèrent via le Covid et la place qu'est en train de prendre justement les RP et les influenceurs dans ce nouveau contexte. Tout à fait. Donc, on en vient en fait à un point hyper important, j'insiste bien sur le côté important, c'est le contenu qui est au cœur des stratégies RP.
En fait, aujourd'hui, le chiffre est très fort. 67% des professionnels s'appuient sur le contenu pour prendre une décision. Donc, c'est-à-dire, par rapport à ce que tu disais, Guillaume, sur les marques, les commentaires, le contenu va créer de l'interaction, du débat. Plus le contenu va être bon et va toucher à l'émotion, parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans des communications émotionnelles, c'est-à-dire un like, crée, on va dire, une satisfaction et va en tout cas inciter d'autres consommateurs à partager ou liker. Donc ça, le contenu, donc notre mission première à nous, en tant qu'experts des relations presse, c'est de bâtir des messages clés et un contenu fort qui va permettre de retenir l'attention des journalistes et des influenceurs. Toujours en lien avec la stratégie commerciale, bien évidemment. Voilà, tout à fait. Donc ça veut dire de trouver, on va dire, le meilleur message pour chaque cible. Ça, c'est hyper important aussi de repackager les messages selon les cibles. Hyper important. Donc ça, comme information, un autre chiffre qui symbolise, on va dire, un peu aujourd'hui notre société. Il faut savoir que l'humain oublie 50% des informations reçues au bout d'une heure. Donc, typiquement, pour vous donner un chiffre phare, les journalistes reçoivent plus de 300 communiqués de presse par jour. Ça veut dire un communiqué de presse toutes les 8 minutes. Imaginez bien comment faire la différence. Beaucoup. Voilà, donc il y a plein d'astuces. Donc voilà. Surtout aujourd'hui, c'est le visuel qui, on va dire, prend la part. Alors, 1000 mots égale une image. J'aime bien en tout cas donner cette comparaison. Car notre cerveau, donc là, on est vraiment dans le côté psychologique en fait du consommateur ou de la cible. 90% des informations transmises au cerveau sont visuelles. 80% des informations retenues aussi vont être visuelles. 70% des consommateurs vont être attachés à des marques qui vont communiquer avec du visuel. Et les journalistes, bien entendu, vont être réceptifs à un communiqué de presse ou à une infographie qui va capter beaucoup plus leur attention qu'un simple communiqué de presse qui serait, on va dire, sans visuel. Donc ça, c'est super important. De toute façon, vous pouvez faire tous l'expérience. Alors malheureusement, tant mieux, on ne prend pas les transports, mais si vous vous baladez, vous allez faire une promenade, vous faites l'expérience le soir. Qu'est-ce que vous avez retenu? Vous aurez retenu surtout des images qui auront marqué, on va dire, votre journée. On va faire le test dès ce soir. Donc voilà, donc là on en revient vraiment à la problématique des commerciaux. Comment susciter de l'engagement, enfin des commerciaux et des marketeurs. Donc pour 84% des marketeurs, l'objectif premier est la création de contenu pour justement de la génération, pour on va dire augmenter la génération du trafic. Oui, évidemment. Bien, il va être derrière du lead pour nous. Du lead, voilà. Donc aujourd'hui, on va dire l'enjeu des RP, on va dire dans un support. Moi, j'aime bien parler, en fait, on est un peu un coach aussi bien pour les commerciaux que pour les marketeurs. Comme vous l'avez bien compris, ils forment une équipe commune. Et donc, en fait, nous, on va avoir un rôle de conseil, de ligne éditoriale pour bien gérer. Donc ça va être l'expertise qu'on va avoir au sein de nos contacts avec la presse, des médias, des tendances, des marronniers qui sont, alors je ne sais pas, marronnier, c'est un petit peu tous les sujets phares. Par exemple, là, il y a la journée Noël, par exemple. Noël, la journée de la femme qui va arriver le 8 mars. Typiquement, c'est un gros marronnier phare qui déjà certains supports se sont emparés pour parler, par exemple, des meilleures femmes dans les nouvelles technologies qui influencent le monde des technologies. Ou, par exemple, j'imagine chez Iconoclast, voir dans combien vous pourriez faire une sorte de répartition. Est-ce qu'il y a plus de femmes, plus d'hommes? Voilà, c'est un petit peu, en fait, d'utiliser un marronnier pour communiquer sur une marque à un moment donné. Ça va donner des idées à Mathieu, ça. D'accord. Bon, écoute. Donc là, voilà. Oui, c'est intéressant de voir. Ça, c'est un sujet qui plaît bien. De voir aujourd'hui le rôle des femmes en fait dans le marketing et aussi sur des métiers. Donc par rapport à votre potentiel, de voir en fait comment ça s'organise. Ça peut être intéressant. Alors pour en revenir en fait justement à l'évolution du métier et à sa digitalisation, on voit bien en fait que bien sûr il faut garder les approches traditionnelles, mais il faut s'adapter comme chaque métier. Donc on voit bien que l'appel téléphonique est donc remplacé de plus en plus par des interactions, on va dire, via les réseaux sociaux. Donc, on n'hésite plus à à travailler avec les journalistes via Twitter, Facebook, voire LinkedIn. Donc, ça, c'est une vraie tendance.
Un live On le voit, nous, par exemple, le cold call peut passer petit à petit sur des messages LinkedIn, notamment. Exactement. La prospection LinkedIn prend de plus en plus de place en ce moment. Exactement. Donc ça, c'est une vraie façon de retravailler via les réseaux. Autre chose hyper intéressante, typiquement, c'est aussi d'utiliser le live tweet. Par exemple, on fait un événement, on fait une conférence, un webinar. Moi, je sais que l'équipe Lewis est connectée et partage ce matin quelques live tweets pour justement mettre en avant le sujet du moment. Les tests produits peuvent être remplacés par des vidéos. Nous, on l'a testé à l'agence, malheureusement, avec la période Covid. On a utilisé des vidéos pour présenter des nouveautés. Le dossier de presse traditionnel que j'ai connu, qui faisait 25 pages, là, on l'oublie. On passe en fait à une fiche beaucoup plus pragmatique, des informations efficaces sur l'ADN et l'entité de l'entreprise. Et bien entendu, on va dire tout ce qui est roi en ce moment, c'est la vidéo qui justement tire son épingle du jeu de cette communication très spontanée, très rapide. Et un chiffre phare, 12 fois, une vidéo est partagée 12 fois plus qu'un simple texte. Et les photos génèrent 2 fois plus de likes. Quand on voit tous ces points, Marie-Laure, on peut se dire que en fait, les RP, on est déjà dans la vente quand on commence à faire des RP, puisqu'il faut déjà avoir compris le message qu'on voulait faire passer et la stratégie qu'on veut mettre en place derrière. Exactement. Alors, je vais juste reprendre, c'est intéressant ce que tu dis, Guillaume, sur le mot vente. La seule nuance par rapport justement à des commerciaux où il y a une négo qui va rentrer en compte, nous, c'est pour ça, et vous allez très bien comprendre pourquoi j'insiste sur la valeur du contenu. Nous, notre négo, c'est le contenu. C'est-à-dire, en fait, on ne va jamais parler d'argent avec un journaliste, vice-versa, ce n'est pas l'objectif. Ce qu'on va lui vendre, c'est un bon contenu qui va apporter de la valeur ajoutée à son média et qui va créer de l'audience pour son actualité. C'est toute la nuance, mais en effet, tu as raison, Guillaume, l'approche et la tactique de séduction, bien entendu, va être, on va dire, dans cette valeur ajoutée du contenu. Voilà, c'est juste la nuance d'un commercial qui va rentrer avec une approche très business et négo, en fait. Justement, on arrive sur les tactiques, donc pouvoir nous en parler. Voilà. Donc ça, il y a une méthode hyper intéressante qui rejoint un petit peu, on parlait de la journée de la femme, c'est le newsjacking. Alors, j'aime bien pour parler, je pense que vous avez tous été aussi interpellés le 30 septembre 2020 par un bruit qui a fait le tour de Paris. On se demandait ce que c'était, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un avion qui a traversé le mur du son. Et typiquement, Netflix s'est emparé de l'actualité avec un tweet qui a fait son buzz. D'autres marques, il y avait Roland Garros ce même jour. Il y a aussi, se sont amusés à faire des tweets par rapport au coup droit qui a foudroyé. Enfin, voilà. Donc ça, c'est de jacking, c'est de s'emparer d'une actualité phare à un moment donné et de rebondir et de réagir sur cette actualité. Donc, c'est hacker ou rebondir sur une actualité. Et ça, c'est hyper intéressant parce que là, pour le coup, on est vraiment dans une communication hyper proactive avec les médias et on vient avec un contenu souvent un peu original, type Netflix. C'était vraiment bien joué de leur part. C'est typiquement un bon exemple où je pourrais en citer plein, mais restons sur cet exemple-là. Très bien. Voilà, l'autre élément clé, c'est la communication visuelle. Donc, vous l'avez compris par rapport à ce que je vous ai dit en amont. Les visuels doivent être, on va dire, en adéquation avec le message. Plus les visuels sont forts, par exemple, ce que je disais à Guillaume hier quand on a un peu, vous avez par exemple, je trouve que le visuel iconoclaste est hyper fort, là, en jaune. Ça fait une communauté inscrite autour d'un code. Et ça, c'est hyper bien pour marquer son empreinte. Donc, typiquement, ça, c'est bien joué en tout cas. Donc, c'est ça en tout cas, c'est de créer, on va dire, des codes couleurs qui permettent d'interpeller, on va dire, l'esprit. Bien entendu, aujourd'hui, l'émotion est au cœur, on va dire, de la stratégie communication parce qu'aujourd'hui, on a besoin, en tout cas, pour capter l'attention du consommateur, c'est de déclencher de l'enthousiasme par la conversion et la discussion. Plus il y a de l'émotion, plus il y aura un like, plus il y aura une interaction, plus vous créez, on va dire, de l'empathie. Donc,
pour un petit peu mettre en avant quelles sont les qualités essentielles du nouveau consultant, c'est d'être disrupteur, être agile, s'adapter facilement, aider bien sûr l'équipe, tous ces objectifs, résultats, retour sur investissement sont les enjeux aujourd'hui de tous les services commerciaux marketing. Proposer une stratégie de contenu, faire appel à son intelligence émotionnelle, savoir être curieux, parce qu'en fait, le métier, la grande qualité d'un consultant presse aujourd'hui, c'est d'être en veille et on va dire, de pouvoir rebondir à l'actualité du moment. Et être authentique, bien entendu, hyper important d'avoir une certaine déontologie de travail et de mixer, on va dire, l'ensemble des générations, typiquement ce qu'on est en train de faire ce matin, du partage d'expérience et du partage d'expertise. Donc voilà, on va parler un peu du monde de l'influence, que j'ai parlé beaucoup des médias. Donc ça, vous le savez, comme je l'ai précisé, c'est un levier très fort. Donc j'aime bien cette citation. À l'avenir, chacun aura son carter de célébrité mondiale. Je pense que c'est clairement la grosse tendance. On l'a bien vu avec des jeunes influenceurs sur TikTok qui ont complètement là où les marques s'emparent de leur notoriété. Et du coup, c'est vrai qu'il y a cet engouement de l'influence qui est pour la marque. Marie-Laure, maintenant qu'on sait tout ça, je te propose qu'on bascule sur la partie commerciale et notamment commerciale B2B, si tu le veux bien. Et notamment avec cette question, quelle est la place des RP et des influenceurs en 2021 sur le secteur B2B? Alors, aujourd'hui, c'est une question très intéressante. L'influenceur B2B n'a pas la même casquette que l'influenceur B2C. L'influenceur B2B, en général, c'est un expert. C'est quelqu'un qui vient en fait avec une expérience, de la crédibilité, qui va porter un discours sur typiquement un expert dans les télécoms, un expert scientifique. Donc, il va en tout cas partager son contenu via des newsletters, via des tribunes, qui est vraiment aujourd'hui l'outil clé des relations presse. Alors, pourquoi je parle des tribunes? Parce qu'un influenceur B2B va partager du contenu via un placement tribune dans des médias. Ça marche très bien. Et va pouvoir en tout cas le repartager sur LinkedIn. Qu'est-ce que tu appelles un placement tribune pour que tout le monde puisse bien comprendre? Un tribune, c'est un billet de prise de hauteur sur un sujet, par exemple, typiquement. On pourrait dire, je vais prendre un sujet qui pourrait être, j'aime bien faire un parallèle, typiquement, Mathieu pourrait tout à fait nous faire un article sur comment se former et mieux digitaliser sa partie commerciale. Et là, Mathieu montrait en puissance comme un expert dans la formation. On placerait son article dans le Journal du Net ou Studirama, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a les rédactions et les modérateurs derrière les articles. Je ne sais pas si je suis claire, j'essaye de synthétiser. Du coup, Mathieu nous fait une prise de hauteur, une vision. On poste son article sur le Journal du Net qui nous fait un super billet. Et après, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir partager et utiliser tous les canaux pour partager son article. Et ça, c'est une tactique qui marche très bien dans le monde B2B aujourd'hui. Très clair. Merci Marie-Laure. Et du coup, je rebondis puisque tu m'as pris en exemple. Si moi, je veux émerger en tant que je suis sales ou je développe une activité, je fais du business développement en général, je peux être aussi entrepreneur, je veux faire connaître ma boîte. Si je veux émerger, si je veux prendre tout ce que tu as dit, toutes les techniques, les outils et les tendances pour moi en tant que personne émergée, en tant que micro-influenceur et faire connaître mon business, comment est-ce que je peux le faire le mieux? C'est-à-dire, combien de temps il faut que j'investisse, sur quels canaux, quelle est la part de personal branding versus je fais un petit peu le travail qui était réservé au RP à l'époque, mais que maintenant je peux faire. Comment est-ce que j'utilise le contenu? Est-ce qu'il vaut mieux que je produise mon contenu, que j'utilise du contenu existant? Aujourd'hui, moi, je vois pas mal de personnes, notamment sur LinkedIn en B2B, qui sont très experts sur un sujet et qui se positionnent comme tels en partageant beaucoup de contenu. On en a parlé, à valeur ajoutée. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a dit là, c'est quelque chose qui peut être réellement pris en main par une personne seule? Alors que traditionnellement, c'était un métier structuré en équipe, etc. En fait, aujourd'hui, c'est ça l'influence B2B. L'influence B2C, c'est plus différent parce qu'on est plus souvent dans l'expérience produit ou voilà. Mais dans le B2B, c'est vraiment, là, on est vraiment dans le cœur du sujet, comme tu l'as bien dit, Guillaume, sur du contenu à valeur ajoutée. Donc, par rapport à la question, si la personne, en effet, souhaite
il y a plusieurs façons de se lancer. C'est d'abord l'outil LinkedIn est aujourd'hui une vraie perle pour faire du business, clairement. Et donc, on peut tout à fait se familiariser avec l'outil LinkedIn. Donc, c'est de commencer, par exemple, soit par un partage de contenu, donc du contenu que vous allez identifier sur LinkedIn par des experts, justement, parce que c'est de créer une communauté, on va dire, d'experts dans votre écosystème, de les identifier. Et après, c'est de se lancer par des petits posts LinkedIn, des points de vue, des citations. Et alors, bien sûr, après, là, on en est sur ce que j'ai expliqué, c'est de se lancer dans la rédaction de Tribune et de se dire, allez, je le place sur le Journal du Net, je vais le placer sur les Échos, je vais le placer sur la Tribune. Donc, bien entendu, toujours regarder la ligne éditoriale du support par rapport justement, bon, si on est sur de la presse business éco, il faudra avoir une dimension plus économique, plus, on va dire, voilà, Journal du Net, on va être plus sur des conseils. Donc voilà, après, c'est un peu le rôle du coach des RP d'aller, on va dire, conseiller comment rédiger la meilleure tribune. Ok, j'ai une autre question. Là, pareil, je suis tout seul, je suis Mathieu, je veux faire de l'influence et moi devenir micro-influenceur. Est-ce que, comment je démarre? Est-ce qu'il faut que je définisse ma propre ligne éditoriale? Parce que je suis libre finalement, je ne dépends pas d'un journal, etc. Comment je démarre? Exactement. Ce qui est hyper important, tu as parlé de ligne éditoriale, super important. Il faut se donner une file de route, un fil conducteur. C'est comme tout. En fait, pour arriver là où on veut, il faut se donner des objectifs. C'est la même chose, c'est se dire quel objectif j'ai envie d'atteindre. Mon business, il touche quelle cible? C'est de voir le bénéfice que je vais amener à mon business. Donc, c'est de définir des sujets clés sur lequel justement on maîtrise bien, on va dire, l'interaction, le débat, et de se dire, par exemple, alors c'est pas la peine de se donner des objectifs incroyables, c'est par exemple, je me dis tous les mois, je publie une tribune, ou tous les mois, voilà, sur un sujet clé. Donc, vous l'avez bien compris, les sujets qui marcheront, c'est les sujets d'actualité. Nous, on l'a bien vu là avec notre rencontre grâce à Guillaume, donc je le remercie. Typiquement aujourd'hui, le webinar, il a une vraie valeur par rapport à la Covid. Clairement, c'est comme ça d'ailleurs qu'on avait commencé notre interview avec Guillaume. Comment faire du business? Voilà, c'est une vraie question parce qu'on a beaucoup moins d'outils, c'est-à-dire toutes les rencontres relationnelles, le lien social, les salons, tout ça, ça a été quand même annulé. On est quand même, donc il faut vraiment se réinventer dans cette approche business. Donc le digital est bien sûr un enjeu, mais voilà, les RP peuvent être, on va dire, additionnel à cette approche. Justement, tu parlais d'experts juste il y a quelques minutes. Comment on devient expert? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous vont peut-être pas forcément se sentir experts alors qu'ils ont en revanche toutes les capacités à partager du contenu et partager de l'expérience. Pour toi, est-ce que n'importe qui peut devenir influenceur? Alors, n'importe qui, je pense que c'est, en fait, il y a quand même une sorte de charisme, de vision. Je pense qu'il faut parler de vision. Donc, je pense que toutes les personnes qui sont avec nous ce matin ont une vision par rapport justement à leur formation, par rapport à leur expérience, on va dire. Voilà. Mais c'est vraiment de savoir quel message j'ai envie de porter et quel message va influencer mon audience, en fait. En fait, c'est plus de définir. Alors aujourd'hui, c'est vrai que tu as ta question pour répondre. Il y a plusieurs formes d'influenceurs. Il y a les influenceurs, les influenceurs, les micro-influenceurs. Donc là, on va être plus dans une catégorie de créer de la micro-influence, plus niche. Et on peut être tout à fait influenceur en B2B avec une communauté beaucoup plus restreinte. Oui, donc c'est ce qu'on peut voir, on en parlait notamment avec Mathieu et je fais le lien avec ces deux questions. Aujourd'hui, on peut voir des CEO, des directeurs commerciaux de boîtes se mettre en tant que position d'expert sur les réseaux sociaux, partager du contenu, avoir cette roadmap, cette cible, puisque la cible est déjà définie, que ce soit par exemple sur leur LinkedIn ou leurs réseaux sociaux, avec leur sujet clé, puisqu'il est déjà tout trouvé, devenir influenceur pour derrière.
Clairement. Alors là, on est dans le côté aussi personnel branding, c'est-à-dire qu'en fait, clairement, on va en tout cas prendre des risques, mais aujourd'hui, pas prendre de risques, c'est de ne pas se réinventer. Donc, il faut prendre des risques, il faut justement aller à la rencontre de son public, il faut créer du lien social. Et aujourd'hui, c'est hyper important pour un dirigeant d'utiliser, d'avoir en tout cas se familiariser avec l'outil LinkedIn pour porter sa propre vision. Parce que voilà, le monde change, on est en train de découvrir, et on l'a bien vu aujourd'hui à date avec ce qui se passe, clairement c'est inévitable. C'est-à-dire aujourd'hui vous êtes dirigeant, surtout dans les nouvelles technos, et même au-delà des nouvelles technos, c'est de justement se familiariser avec son LinkedIn et ses messages. Enfin, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Non, non, c'est très clair. Je me permets justement de rebondir sur la deuxième question qu'on s'était posée en début de live. C'est quel résultat attendre de ça sur mes performances commerciales? Alors, les performances commerciales, elles vont se mesurer via, en tout cas, l'audience, les interactions. Et rapidement, c'est l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein d'outils qui permettent de mesurer rapidement quel est un article, combien de fois il va être vu, combien de fois il va être partagé. Donc ça, c'est indirectement déjà des performances de visibilité et des performances commerciales. Pour un commercial, de dire, voilà, dernièrement, mon CIO est passé dans les Échos, la Tribune, tout de suite, ça apporte, parce que ce qu'il faut bien garder en tête, l'objectif premier des RP, c'est de créer de la visibilité et de la notoriété. Plus la marque, en fait, a bonne réputation, plus le commercial pourra vendre facilement. Voilà, on va créer, on va dire, de l'empathie via le dirigeant, en tout cas. Donc, ce que tu veux dire par là, c'est que c'est des résultats qui vont être mesurables sur le long terme, mais pas directement. Si tu veux, le travail de RP, c'est un travail de fourmi. Donc, généralement, quand on commence un travail de relation presse, on voit le résultat au bout de 3 mois. Tu vois, enfin, il faut quand même laisser le temps de s'installer, construire une sorte de journaliste prioritaire qu'on veut cibler, aller à leur rencontre. Déjà, avoir les articles, c'est quand même tout un système à mettre en place parce qu'il y a des délais de bouclage. Donc, si on est sur de la presse online, c'est plus rapide d'avoir du résultat. Mais si on est sur de la presse mensuelle, type management, entreprendre, action co, là, on va avoir des délais de 2 à 3 mois. Donc, il faut créer, on va dire, le référencement auprès des journalistes et aussi et créer un bon discours, en fait, pour que le journaliste puisse être capté par tout ça, ou l'influenceur, hein, ça peut être des blogs. Aujourd'hui, il y a des blogs qui peuvent être avoir des leviers forts pour une marque. Je vais partir, enfin, je vais repartir sur notre troisième question qui était comment bien utiliser cet outil. Tu y as globalement bien répondu déjà tout à l'heure en nous disant qu'il fallait avoir cette roadmap et bien ciblée avec le bon message et sur le sujet clé. Quels autres points, toi, tu verrais à part ceux que je viens de citer? Aujourd'hui, en fait, ce qui est hyper important, c'est aussi de créer une communauté et aussi installer, on va dire, un suivi dans la relation. C'est-à-dire une relation, ça s'entretient, en fait. C'est comme des amis. Si tu les appelles pas, au bout d'un moment, ils vont plus t'inviter chez eux. Donc, il y a tout, en fait, c'est un peu, on va dire, des bons réflexes de vie on va dire, animer sa communauté. Ok, nous, on parle en vente, on a tendance à parler de nurturing. Est-ce que on arrive? C'est le côté lien social, c'est ça en Ouais. fait. C'est un peu, moi j'ai toujours cette image-là, mais c'est un peu donner le biberon à un enfant avant qu'il devienne grand, quoi. Est-ce que c'est à peu près ça? C'est construire un relationnel fort et l'entretenir. On va dire, comme tu dis, dès le départ de la collaboration et ne pas hésiter à toujours être à l'écoute des attentes, en fait, de bien comprendre en fait, comment évolue le marché. Aujourd'hui, si tu avais… pardon, excuse-moi, il y a avec le petit décalage. Aujourd'hui, si tu avais un conseil à donner aux personnes qui nous regardent à appliquer très concrètement, très rapidement, ça serait lequel?
Dans le fait de faire des relations presse, ça serait Relations presse, influenceurs, ouais, influenceur. les deux, ça peut aller sur Clairement, les deux. si vous avez besoin de visibilité et de notoriété, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de raconter? C'est quelle histoire j'ai envie de raconter? Je pense qu'en fait, c'est vrai que ta question est très bien. C'est quelle est mon histoire? Quel est mon ADN? Quel est mon storytelling? Plus on va mettre en avant cette belle histoire, plus vous allez créer, on va dire, le débat autour de votre entité, en fait. Donc, En fait, pardon. Le non, storytelling, vas-y. le Excuse-moi. storytelling est le point phare, on va dire, du début de qu'est-ce que j'ai envie de raconter. C'est l'histoire qu'on a envie de mettre. Enfin, c'est comment on a envie de se mettre en scène. C'est un peu comme, tu vois, dans une pièce de théâtre, voilà, quel rôle j'ai envie de jouer, quel message j'ai envie de porter et de définir en fait les messages sont, on va dire, la base du commencement. Si voilà, demain on devait travailler avec les différents participants, c'est la première question que je poserais. Quels sont vos messages? Qu'est-ce que vous avez envie de raconter? Est-ce que c'est donner un côté plus humain, humaniser la chose avec cette histoire? Quel est le but de cette histoire? Oui, surtout dans le monde du B2B, en fait, ce qui est hyper important, enfin, comme on avait parlé tout à l'heure du B2B, c'est de démocratiser un discours qui est parfois technique, c'est le rendre accessible, c'est rendre accessible son business. Ça, c'est D'accord. hyper important. Donc c'est ouais, un des points, on va dire, fondamental de tout ce qu'on a vu, c'est rendre accessible son business en racontant une histoire, Voilà. en ayant ce côté roadmap qu'on a Et parlé puis, je tout à pense que l'heure. tu vois, on a bien, enfin moi je le fais d'une façon exprès pour expliquer, et tu fais la même chose, c'est de donner en tout cas des anecdotes, d'utiliser des chiffres, des images. En fait, si tu veux, si on avait à synthétiser aujourd'hui tout ce qu'on s'est rencontré, c'est comment je mets en scène mon discours, mais aussi comment je l'argumente. Donc, on vient vraiment sur l'argumentation et convaincre. Donc, on est, tu vois, très proche du commercial hein, qui a pour mission de convaincre sa cible. Et on va le convaincre avec des chiffres d'un expert, donc on en revient, un visuel fort, des codes couleurs. Tout ça, en fait, ça va être de faire, c'est comme un bon gâteau, c'est de mixer, de mélanger, on va dire, les bons ingrédients pour avoir une super recette. Et dans la présentation, quasiment tout le monde pourra revoir, retrouver. Mais voilà, donc bonne histoire, bon visuel, des chiffres et un bon porte-parole qui a aussi envie de se mettre, je veux dire, en scène parce que c'est pas facile de prendre la parole. Donc tout le monde, ça fait quand même, c'est un exercice de gérer aussi sa prise de parole, son image. Mais est-ce que cette histoire, elle est intemporelle? On voit souvent, tout à l'heure, tu disais, on est dans un monde, le monde du digital où tout va très vite. Est-ce que cette recette de gâteau, pour reprendre cette analogie que tu as faite, elle va toujours me plaire dans 15 jours et je ne vais pas avoir ce côté un peu écœurant que moi je pourrais appeler un peu, désolé du terme, mais détecteur à bullshit qu'on commence tous à avoir Exactement. notamment sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Est-ce qu'il faut l'adapter en permanence ou est-ce que Oui, c'est il faut l'adapter, tu vois, c'est un peu comme une bonne recette. On va garder cet exemple parce que je l'aime bien et je pense que tu as bien accroché aussi avec cette approche. C'est comme le chef qui te fait une bonne recette, il aime améliorer sa bonne recette, il aime mettre un petit peu d'épices, il aime, voilà, tu vois, aller dire, ah bah tiens, j'ai l'impression que ma recette, elle est encore meilleure que la semaine dernière. Donc oui, en effet, tu as raison. Clairement, on est dans dans une culture de zapping. Donc, le gâteau qui était bien la première semaine, la deuxième semaine. Donc, il faut toujours, en tout cas, il y a toujours plus. Ça, c'est sûr que c'est cette société qui nous impose, en fait. Donc, voilà. Mais déjà, si on a une bonne recette de départ, c'est quand même plus facile. bon, eh ben, je te remercie, Marie-Laure. Pour conclure, je vais essayer de faire une sorte de récap de ce qu'on s'est dit et répondre à cette question. Comment mettre les RP au service à vous qui nous regardez de vos performances commerciales en B2B? Ce qu'on s'est dit dans un premier temps, tu m'arrêtes si je me trompe, Marie-Laure, mais c'est que le but des RP, c'est de créer de la visibilité, de la notoriété et un lien avec Et ses de la prospects. crédibilité, Guillaume, si je La peux me crédibilité, exactement. permettre. La crédibilité avec ses prospects. Aujourd'hui, on travaille tous ensemble, main dans la main. Avant, on était vraiment sur
secteur en silo. Maintenant, on est dans une horizontalité des choses, on va dire, et ce qui fait que les RP ont une place prépondérante aujourd'hui dans votre stratégie commerciale. D'ailleurs, Marie-Laure, tu as évoqué que les RP, c'était déjà de la négociation. Quand on parlait de cycle de vente, on est déjà dans la négociation, mais de la négociation de contenu. Et cette négociation de contenu et cette architecture autour de 3 piliers qui sont la cible, votre sujet, le sujet clé, et une roadmap bien définie. La cible, tout à qui vous voulez adresser, hein, on va pas revenir là-dessus, le mot parle de lui-même. Le sujet clé, ça va être quelle est mon histoire, qu'est-ce que j'ai envie de raconter, quelle est la recette du gâteau dont on parlait tout à l'heure, pour créer une communauté, une relation avec justement cette cible. Et la roadmap, bien évidemment, c'est définir dans une temporalité, parce que les RP, c'est pas quelque chose de direct où vous allez avoir tout de suite un retour sur investissement. On parlait de visibilité, de crédibilité, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Et donc, vous avez besoin de temps avant que ça se mette en place et d'avoir un retour sur investissement par rapport à vos performances commerciales. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Marie-Laure? Je pense que c'est parfait. C'est très bien. Je crois que tu as très bien. Et après, on pourrait en effet, tu vois, il y a plein d'outils, mais bon, aujourd'hui, c'était de faire un premier état diagnostic, un état des lieux, des recettes gagnantes. On est parti sur la bonne recette. Donc, restons sur cette image que j'aime beaucoup. Et encore, en tout cas, un grand merci pour votre écoute. Voilà, c'était On va passer à une séance de questions. Je vais laisser la main à Mathieu. Je te remercie, Marie-Laure. Oui, merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il y en a. J'en ai pas noté beaucoup là dans le flow du chat. Moi, j'en ai une en attendant. On a parlé beaucoup d'influenceurs. Et à un moment, on a effleuré le sujet. Il y a quand même des influenceurs B2C et B2B. C'est quoi la différence, Marie-Laure, entre les deux? Alors, donc l'influenceur, pour juste le définir, c'est une personne déjà qui vit de sa passion, qui en fait a envie de partager une expérience de passionné. Un journaliste en fait a une ligne éditoriale et il a un rédacteur en chef, donc il est quand même beaucoup plus, on va dire, plus de contraintes, on va dire, dans sa partie rédactionnelle du support. Donc, le B2B, ça va être un expert. On peut le gourou, on peut mettre pas mal de voilà. Le B2C, lui, il va être plus en fait dans un monde de témoins, de tests produits, de mise en scène des produits. Donc, plus, moi, je l'appelle le témoin. J'ai envie de te dire, voilà, tu as le témoin et l'expert, en fait. Voilà. Alors, bon, après, les frontières sont toujours très limites, mais c'est bien de les définir comme ça. Et dans les réseaux, on voit bien que de toute façon, le B2C, il y a tout ce qui est Instagram, Facebook, TikTok, bien que maintenant, le B2B se consumérise aussi. Donc, il faut savoir aussi prendre des risques sur parfois des réseaux qui sont plus B2C. Et c'est vrai qu'on a tendance à revenir sur le B2B sur des réseaux comme LinkedIn, Twitter, YouTube, où on peut utiliser aussi. Mais voilà, pour essayer de synthétiser. Ok, merci beaucoup. Et du coup, ce qu'on a dit, c'est que on peut soi-même devenir influenceur ou micro-influenceur. Certains prennent le parti de cette stratégie long terme en publiant régulièrement du contenu avec sa propre ligne éditoriale, se positionnant en expert et donnant de la valeur ajoutée. On peut aussi, pour gagner du temps, concrètement, choisir des influenceurs ou faire des partenariats avec eux. Oui, tout à fait. Comment aujourd'hui on choisit un influenceur, et peut-être avant, dans l'autre sens, aujourd'hui, si moi je suis une marque et que je veux aller voir un influenceur, qu'est-ce qu'il attend de moi? Alors aujourd'hui, c'est une vraie, parce que le métier est vraiment en train de changer et se professionnaliser, c'est-à-dire que c'est comme tout, hein, quand tu as des nouvelles choses qui apparaissent, au début, c'est voilà, il y a une sorte d'euphorie, et puis là maintenant c'est en train d'être un peu cadré. Donc en tout cas, l'influenceur, ce qu'on constate à date, c'est que de toute façon, les consommateurs, et Guillaume ou toi l'ont très bien, enfin vous l'avez bien mis en avant, en ont un peu marre, tu vois. Enfin voilà, ils veulent maintenant de la confiance, de l'authenticité. Donc souvent les partenariats de marques avec des influenceurs, c'est des valeurs communes. C'est surtout ça qui va faire, voilà, on veut plus, les marques ont tout intérêt, font attention à leur partenariat, et les influenceurs font aussi attention à leur partenariat avec les marques avec lesquelles ils ont envie de s'engager. Ok,
Ok, ok. Et, et pour bien choisir son influenceur, est-ce qu'il y a des critères quand même? Oui, oui, tout à fait. Donc, on Ouais, en revient sur tout ce qui est la valeur éditoriale. ok, Comment, voilà, les messages, comment tu vois, tu partages. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup, au début, c'était pas mal les followers, mais ça, on en est revenu. On est plus, en fait, vraiment sur, par exemple, les interactions, les likes, les commentaires. Les commentaires vont ok, être hyper importants d'aller regarder les commentaires d'un influenceur. Ça, c'est, enfin, les commentaires qu'il reçoit, voilà. Et comment il anime sa communauté. Ça, c'est surtout ça qui va être important, comment il se met en scène. On voit bien sur TikTok l'engouement des jeunes influenceurs hein, qui sont tout jeunes, hein, qui ont 17, 18 ans. Hein. C'est un truc, voilà. C'est souvent parce qu'il y a beaucoup d'humour. Ils vont détourner, tu vois, une scène, tu vois, avec un peu côté théâtral, on va dire. ok, ok, ok. Donc, on regarde plus les critères d'engagement, donc les critères qualitatifs, que des critères quantitatifs comme la taille de la communauté. Ouais. Ça, on en revient. Voilà, si tu veux, ça, c'était au départ parce qu'il y a eu beaucoup les faux influenceurs. Toi, ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait parler longuement. Mais voilà, le métier est en train d'avoir un cadre et les marques. Et puis, l'audience, vous l'avez très bien dit, hein, aussi en a marre. Enfin, voilà, il faut recréer, on va dire, de la confiance. Je pense que le mot confiance pour 2021 est hyper important. C'est comment restaurer cette confiance, cette crédibilité. Super, super. Ben, merci beaucoup. Merci Guillaume, merci Marie-Laure. Bonne journée à tous. Salut. Merci.